Bonjour à tous. Donc, je vous propose que nous passions en fait 45 minutes ensemble pour voir comment vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour prospecter et fidéliser vos clients. Alors, je me présente très rapidement. Je suis Valérie Marc et en fait, je suis l'auteur de 3 ouvrages parus aux éditions Duno. Un premier en 2011, comment développer son activité grâce aux médias sociaux, et ensuite 2 autres consacrés, l'un à LinkedIn, Viadeo et Twitter, et l'autre paru en début d'année consacré aux médias sociaux visuels que sont Instagram, Snapchat, Pinterest et YouTube. Alors, ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, dans un premier temps, c'est on va se rappeler de quelques chiffres clés pour voir pourquoi en fait les réseaux sociaux représentent une véritable opportunité pour vous. Comment les choisir? Parce qu'il est facile de passer beaucoup de temps en fait là-dessus, donc on va aller droit sur ceux qui sont intéressants pour vous. Et ensuite, on va faire un focus en fait sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Et l'enjeu clé à chaque fois, c'est de bien comprendre les facteurs clés de succès pour chacun de ces réseaux et médias. Alors, pourquoi on parle des réseaux sociaux et des médias sociaux? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En France, vous avez plus de 60 millions d'internautes. Et après, et dans ces 60 millions d'internautes, vous en avez 38 millions qui sont des socionautes, donc qui sont actifs sur les médias sociaux. Donc on va tout de suite voir en fait comment saisir cette opportunité. Mais le premier point, c'est on y va parce que notre audience est là, nos cibles de communication sont là et là, nos clients sont là en fait. Alors on va se mettre d'accord sur les termes. Quand vous tapez panorama des médias sociaux dans Google, vous pouvez avoir des schémas aussi complets en fait que celui que j'affiche à l'écran, avec énormément de logos, avec des choses aussi diverses que les grands noms que vous connaissez, Facebook, LinkedIn, jusqu'aux sites de rencontres, parce qu'effectivement ils ont une couche de social en fait, de sociable qui est intégrée. Alors on va pas rentrer évidemment dans les détails de ce schéma, mais on va un petit peu simplifier et se concentrer sur ceux qui comptent en France. Et très concrètement, en France, la question que vous allez vous poser, c'est est-ce que Facebook est intéressant pour moi? Qu'en est-il d'Instagram? Comment je peux utiliser Twitter et comment je peux utiliser LinkedIn? Et pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure plus de 38 millions en fait de socionautes en France. Vous en avez 34 millions qui sont actifs sur Facebook. Donc Facebook, on est vraiment sur un carrefour d'audience, avec un relais qui est Instagram. Alors je vous rappelle qu'Instagram appartient à Facebook. Instagram, vous avez maintenant plus de 12 millions d'utilisateurs actifs en fait sur Instagram tous les mois. Donc c'est pour ça que vous le voyez de plus en plus et qu'on en parle de plus en plus en fait. Twitter est passé derrière Instagram l'année dernière, donc mais on est quand même à 10 millions en fait d'utilisateurs en France. Et LinkedIn, qui est parmi ces 4 réseaux sociaux, LinkedIn qui est le seul qui soit complètement dédié aux professionnels. Donc LinkedIn, on est à près de 10 millions d'utilisateurs actifs en France. Et vous avez 16 millions de Français qui sont inscrits sur LinkedIn. Alors pourquoi ce différentiel? Évidemment, tout le monde n'est pas, tous les membres inscrits de LinkedIn ne sont pas actifs tous les mois. Ça va dépendre de leur priorité en fait business, d'une certaine manière. Ce 16 millions, il est toujours intéressant de le comparer à la taille de la population active en France, puisqu'en France, on a près de 29 millions de Français qui sont actifs. Donc 16 millions sur 29, ça fait une belle pénétration en fait. Alors le premier point, comment est-ce que vous choisissez les réseaux que vous allez utiliser? C'est simple, on va là où sont nos clients. Ça, c'est la règle absolument cardinale, quitte à ce que vous demandiez à vos clients quels sont les médias sociaux qu'ils utilisent le plus. Pour simplifier, quand vous vous adressez à une cible grand public, donc quand vos clients sont des particuliers, les 2 médias prioritaires sont Facebook et Instagram. Et on verra qu'Instagram ne convient pas à tout le monde. On verra quelles sont les conditions en fait, pour réussir sur Instagram. Dès que vous vous adressez à des professionnels, donc, ou des indépendants, des travailleurs non salariés, des patrons de toutes petites entreprises, donc moins de 5 salariés, vous allez devoir faire l'arbitrage entre Facebook et LinkedIn. Et là, les lignes de démarcation, enfin un moyen de trouver en fait quel est celui de ces 2 réseaux qui est le plus utile pour vous, c'est si le professionnel auquel je m'adresse s'adresse lui-même à des particuliers, j'ai plus de chances de le trouver sur Facebook. Si en revanche, le professionnel auquel je parle s'adresse plutôt à des entreprises, j'ai plus de chances de le trouver sur LinkedIn. Exemple, si je m'adresse à des plombiers par exemple ou des artisans du BTP, eux-mêmes sont souvent une clientèle plus
de particuliers, ils vont être davantage sur Facebook. Des commerçants, ça va être pareil. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas beaucoup de temps et s'ils doivent animer un espace sur les réseaux sociaux, c'est l'espace où ils vont trouver leurs clients. Si en revanche, je m'adresse à des coachs, des consultants, des formateurs, eux recherchent des clients qui sont des clients professionnels et j'ai plus de chances de les trouver sur LinkedIn. En fait. Dès que je m'adresse à une clientèle d'entreprise, je vais les trouver sur LinkedIn. Alors vous me direz que dans les entreprises, le directeur marketing auquel je m'adresse, il est également présent sur Facebook, évidemment. En revanche, Facebook, c'est sa sphère personnelle et il ne veut pas avoir de contact avec ses prestataires sur un endroit où il poste ses photos de vacances, en fait, tout simplement. Alors, question, c'est Twitter. Twitter dans tout ça. Alors, on va voir Twitter. L'intérêt, en fait, de Twitter dans tous vos cas de figure, c'est de toujours se souvenir que 70% des journalistes français sont présents et actifs sur Twitter. Et l'une des raisons pour lesquelles ils sont présents et actifs sur Twitter, c'est pour pouvoir augmenter l'audience des articles qu'ils écrivent. Donc en d'autres termes, dès qu'ils ont écrit un article, il est publié en ligne, ils vont le repartager à partir de leur compte Twitter. C'est la raison pour laquelle Twitter, c'est un excellent outil de veille. Quand vous allez rechercher des informations sur un sujet très particulier, si vous allez sur Twitter, vous allez voir que vous allez trouver beaucoup d'articles en fait autour de cette thématique. On va maintenant travailler sur Facebook et voir dans quelle mesure en fait Facebook est un bon outil pour prospecter et fidéliser. Quels sont les facteurs clés de succès? Alors, premier point, on va se fixer des objectifs. Si votre souhait premier, c'est de fidéliser, et fidéliser peut nous aider à conquérir, puisqu'à partir du moment où nos clients arrivent à générer, ont envie de parler de nous positivement auprès de leur réseau, on va pouvoir conquérir par rebond en fait des clients additionnels. Mais si ça, c'est votre objectif prioritaire, il va falloir créer et animer correctement une page Facebook. Si en revanche, votre objectif, c'est d'attirer des clients, vous pouvez très bien le faire sans utiliser Facebook, sans surinvestir en fait sur une page Facebook, mais vous compenserez par l'achat de publicité. Et ce sont les deux points en fait que l'on va voir, on va voir ensemble. Alors, premier point d'attention, l'erreur à éviter, c'est que si vous souhaitez pour votre entreprise être présent sur Facebook, il faut absolument que vous créiez une page entreprise et non pas un profil. Alors ça peut être tentant de créer un profil parce que le profil va être connecté avec des amis et souvent vous incarnez en fait l'entreprise. Donc vous dites c'est un bon moyen en fait d'attirer vos clients, les gens que vous connaissez à vous. Le seul problème avec ça, enfin il y a plusieurs problèmes, mais le principal problème c'est que d'une part vous ne respectez pas les conditions d'utilisation de Facebook quand vous faites ça. Facebook veut absolument qu'une entreprise crée une page et à partir d'un profil, nous n'avons pas le droit en fait de publier, de partager trop d'informations commerciales. Donc, rendez-vous service, allez directement à la page, à la création de page. Bien évidemment, pour créer une page, il faut avoir un profil et vous pouvez voir qu'on peut avoir une séparation totale entre la page et le profil. Autre point important, quels sont les facteurs clés de succès en fait pour animer une page Facebook? Dites-vous qu'il va falloir publier régulièrement, donc quand c'est une page qui est importante pour vous, prioritaire pour vous en termes de filiation et de conquête. Et animer sur Facebook, ça veut dire je publie entre 3 et 5 fois par semaine. Alors les horaires de publication sur Facebook, c'est entre midi et 16h ou 13h et 17h, ça dépend un petit peu des points de référence, mais globalement on est en milieu de journée. Ça c'est le premier point. Et plutôt les jours ouvrés. Évidemment, comme toute règle, il y a des exceptions. Donc vous verrez, vous commencerez à connaître votre audience et vous verrez à quel point ils sont les plus réactifs en fait et vous pouvez vous amuser à faire des tests. Bien évidemment. Mais fixez-vous au départ, c'est entre le lundi et le vendredi et plutôt en milieu de journée. Deuxième facteur clé de succès, c'est faire la part belle aux photos et aux vidéos. Avec Facebook, comme avec tous les autres médias sociaux, on est sur un web qui est de plus en plus visuel. Les gens ont besoin de voir des photos pour réagir, pour s'engager, pour interagir en fait avec la publication. Et plus vous interagissez avec une publication, plus vous avez de chances de voir les publications suivantes, puisque tout cela est géré sur Facebook comme sur les autres en fait par des algorithmes qui vont choisir les publications qui sont poussées vers la page d'accueil en fait de votre audience. Et l'autre point, quand on est une petite entreprise, on a tout intérêt à humaniser la présence, à l'incarner, à prendre la parole soi aussi en fait, en tant que dirigeant. Donc l'idée c'est pas de copier ce que font les grandes entreprises, mais bien de tirer profit en fait de qui on est. Alors je vais vous donner un exemple qui l'incarne parfaitement.
Mangaté, c'est une boutique de manga en fait qui est installée à Dijon. Donc il y a une partie librairie et puis une partie thé. C'est une page qui est extrêmement active et en fait c'est tellement actif que la propriétaire en fait du lieu qui anime également la page a décidé, quand je vous parlais d'incarnation, elle a décidé elle de paramétrer son compte de manière à ce qu'elle apparaisse comme animateur de la page. Donc on sait qui anime cette page en fait. Ça c'est un choix personnel, mais elle est tellement active, elle le fait tellement dans sa boutique que c'est logique par rapport à ce qu'elle souhaite faire. Et quand elle dit incarner, elle va partager en fait des choses qui la rendent sympathique et qui créent la proximité. Exemple, cette publication où elle a décidé de fermer boutique une journée pour s'occuper d'un chien errant, en fait, qui est un chien japonais, un chien errant qui était en perdition un petit peu, en fait, il allait pas très bien cet animal, donc elle ferme boutique et évidemment, elle le poste sur Facebook. Alors, il n'y avait probablement pas de dessin de sa part, hein, c'est pas une utilisation commerciale. Elle le fait avec beaucoup de sincérité, ce qui est l'autre point fort en fait dans son animation. Et cette publication a été aimée et commentée. Elle a dû avoir une audience très très importante en fait. Tout ça parce qu'elle incarne, elle parle à la première personne en fait dans ce qu'elle fait. Elle utilise tout ce qui se passe sur le point de vente. Donc là, autre exemple, elle a fait un Facebook Live quand il y a eu un défilé en fait une soirée en fait organisée dans sa librairie. Elle a fait un Facebook Live qui est un très bon format en fait sur Facebook. Facebook aime bien quand on est en direct. Alors je vous rappelle le format, hein, vous lancez le live sur Facebook et les internautes peuvent ensuite le voir en rediffusion par la suite. D'accord ? Bon format favorisé par l'algorithme de Facebook. Donc si vous avez des occasions de le faire, n'hésitez pas à utiliser ce format. On voit qu'elle anime aussi son point de vente. Donc là, on a vu un exemple de ce qui peut être fait autour d'une petite boutique. Je vous ai parlé tout à l'heure de prospection en fait grâce à de la publicité sur Facebook. Alors la publicité sur Facebook est extrêmement puissante dans la mesure où vous avez des possibilités de ciblage qu'on a quasiment nulle part ailleurs. Donc en plus des capacités de ciblage habituelles comme le lieu, la géographie, donc le choix en fait par exemple d'un arrondissement de Paris ou d'un pays ou d'une région, on peut même rentrer des codes postaux. Donc ça assez classique entre guillemets en fait, donc le lieu, le genre, l'âge. À cela on peut rajouter en fait des critères d'intérêt. Exemple, je suis le festival de céramique du 11e, je vais faire une campagne publicitaire sur le 11e arrondissement, je peux le faire dans les arrondissements limitrophes si je le souhaite. Je vais choisir une tranche d'âge qui correspond au public que j'attire et que je souhaite attirer. Et en plus de ça, je vais aller sur Facebook et je vais dire, ok, je souhaite voir les gens qui ont comme centre d'intérêt la céramique d'art, les beaux-arts, etc., etc. Donc, je vais définir un certain nombre de critères. Le point important, c'est que Facebook, ces critères d'intérêt correspondent non pas à du déclaratif, je n'ai pas mis dans mon profil que j'aimais la céramique, mais bien à du comportemental, c'est-à-dire que Facebook sait très bien le type, enfin les thématiques sur lesquelles vous réagissez, vous likez, ou vous commentez, ou vous partagez, ou vous cliquez tout simplement. Donc ils connaissent ça, ils savent même ce qui se passe à l'extérieur en fait du réseau, à condition que ce soit des sites internet qui aient installé le pixel de Facebook, et on verra l'intérêt dans le slide suivant. D'accord ? Donc ils savent ce qui se passe dans Facebook et sur une partie de la toile, sur une partie d'internet, et ils savent très bien ce qui vous intéresse. Donc à partir du moment où ils ont cette connaissance, bien très concrètement, ils vont pouvoir, selon des critères définis par une entreprise qui a envie de faire la publicité, donc des critères d'intérêt, ils vont pouvoir pousser la publicité vers certains profils par rapport à d'autres. Et dernier outil, format publicitaire qui fonctionne bien en fait sur Facebook, c'est ce qu'on appelle le retargeting ou le remarketing, c'est la même chose. Là, vous avez un exemple, je vais vous expliquer ce que c'est, mais vous avez un exemple Malfringué, c'est une boutique en ligne créée par un auto-entrepreneur. Donc cette personne a un travail la journée et le soir, en fait, il s'occupe de sa boutique en ligne. Ce sont des bijoux, sont des bracelets pour hommes en perles faits à la main. Et concrètement, lui, ce qu'il fait, c'est il a mis un pixel Facebook sur son site internet, sur son site de e-commerce, et quand quelqu'un va sur la boutique
et n'achète pas, et qu'il retourne plus tard en fait sur son profil Facebook, dans son Facebook, mais il va pouvoir lui servir de la publicité pour lui rappeler les objets qu'il a vus en fait, ou l'existence de la boutique. Donc l'exemple que je vous donnais en fait, c'est cette boutique en ligne mal fringuée, et ce que fait en fait cette boutique en ligne, c'est qu'elle cible avec de la publicité sur Facebook des personnes qui se sont rendues en fait sur le site internet auparavant. Et interroger en fait ce dirigeant d'entreprise, cet auto-entrepreneur m'a dit que c'était parmi les formats publicitaires de Facebook qu'il avait testé celui qui fonctionnait le mieux. Je vous invite maintenant, on va passer ensemble à Instagram et on va voir comment on peut utiliser Instagram pour prospecter et fidéliser. Le premier point qui est essentiel en fait quand vous abordez Instagram, c'est de bien garder en tête qu'Instagram, ce n'est pas pour tout le monde. Donc vous avez un certain nombre de codes visuels sur Instagram. On est sur un environnement en fait qui est extrêmement qualitatif en termes d'image. Je prends toujours cet exemple un petit peu caricatural, mais si je suis une entreprise qui vend de l'équipement pour la maison, pour les personnes âgées, il va être difficile de créer des visuels de manière régulière, donc plusieurs fois par semaine, pour animer en fait cette présence. Okay. Donc très concrètement, attention au code visuel en fait sur Instagram. Deuxième point, Instagram c'est très bien pour se faire connaître. Ce n'est pas du tout adapté pour générer du trafic vers un site internet. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous êtes sur Instagram, vous ne pouvez pas rendre une photo. Donc là, vous avez un exemple. Cet outil peu coûteux, c'est une photo. Cette photo ne peut pas être cliquable. D'accord? Et si dans la description, je mets une URL, cette URL ne sera pas non plus cliquable en fait. Donc très concrètement, Instagram c'est parfait pour se faire connaître. Et je vais vous montrer des exemples en fait d'entrepreneurs qui ont réussi à le faire. En revanche, pour générer du trafic retour vers le site internet, ce n'est pas du tout adapté. Quelques exemples. Alors Anne-Laure Charlier, c'est une céramiste qui est installée près de Nancy. Et en fait, elle, grâce à son compte Instagram, elle a réussi à se faire connaître, mais littéralement dans le monde entier, puisqu'elle a été invitée dans une exposition en Australie, en fait, grâce à ça. Donc ça, c'est vraiment un premier point, un premier exemple qui vous montre. Et ce qui est intéressant quand elle anime son compte, quand on parlait d'humaniser en fait sur Facebook, c'est exactement ce qu'elle fait. En fait, elle va beaucoup partager en fait son quotidien de céramiste, des photos de son atelier par exemple. Elle se met en scène, elle met en scène ses pièces sans se mettre en scène elle. Neo Bento, autre exemple, c'est un restaurant en fait dans Paris, un restaurant de bento dans Paris, qui anime. Donc je crois qu'ils ont 2 points de vente maintenant, mais qui animent régulièrement la page. Alors ils font même des stories. Donc story, c'est une compilation de photos et de vidéos qui est visible pendant 24 heures, donc avec un emplacement privilégié en fait sur la page d'accueil d'Instagram, et qu'on peut enregistrer pour les revoir par la suite en fait sur son compte. Quand vous animez un compte Instagram, il y a quelques facteurs clés de succès. Alors le premier point, vous avez tout intérêt à créer un compte professionnel en fait sur Instagram et non pas à rester sur un compte personnel. Pour créer un compte professionnel, vous créez un compte personnel et vous modifiez les paramètres de ce compte. Il faut avoir une page Facebook associée au compte en fait. Alors pourquoi c'est intéressant? Déjà le premier niveau, c'est que vous allez pouvoir sur votre compte Facebook, votre compte Instagram, pardon, vous allez pouvoir lister un numéro de téléphone qu'on va pouvoir appeler directement, une adresse mail à laquelle on va pouvoir envoyer un mail directement et un itinéraire pour venir chez vous, ce qui est intéressant quand vous avez un point de vente. En fait. Donc ça, c'est le premier point qui est important, donc vous vous rendez plus facile à joindre d'une certaine manière. Deuxième point sur Instagram, animer régulièrement. Alors, si vous pouvez animer tous les jours, ouvrez. Si vous ne le pouvez pas animer moins souvent, mais gardez toujours la même régularité. Ce qui ne fonctionne pas dans Instagram, c'est j'ai du temps cette semaine, je vais publier 40 fois, et la semaine prochaine, j'ai beaucoup de travail, et donc du coup, je ne vais pas publier ou je ne vais publier qu'une fois. Il faut vraiment installer une régularité, quitte à garder des photos que j'avais envie de partager pour la suite. La qualité des photos est essentielle et c'est ce qui va faire que les gens auront envie en fait de suivre votre compte. Travaillez bien également les légendes. Je vous montrerai la bonne recette d'une légende réussie, donc le texte qui accompagne chacune des photos.
Interagissez avec les autres membres. On est sur un média social, ne pas l'oublier. Donc, on va être sociable avec les autres. Et là aussi, ça va nous aider à recruter. Et puis, de temps en temps, créer des stories. Donc, les stories d'Instagram, ces fameux formats particuliers. Je vais juste faire un focus sur le visuel. Là, je vous ai mis en fait quelques exemples. Je suis une boutique d'objets déco. Je vais travailler des visuels intéressants. Je vais évidemment parler des nouveautés. J'ai une nouvelle vitrine, je vais la prendre en photo, je vais faire des focus en fait sur certains points de la vitrine. Les objets en situation, plutôt que de faire juste un objet sec, je vais l'accessoiriser en fait d'une certaine manière. Si j'ai une équipe qui anime la boutique avec moi, pourquoi, et s'ils le souhaitent, s'ils sont d'accord, pourquoi ne pas les rajouter, faire des photos autour d'eux. Donc on voit qu'on a plusieurs manières en fait d'animer un compte et il faut vraiment y réfléchir en amont, donc c'est ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Et réfléchir en amont de manière à ce que quand vous avez animé votre compte, vous puissiez le faire de manière plus fluide et vous ne soyez pas bloqué un petit peu sans l'idée de ce que vous allez publier le jour même. Je vous ai parlé des légendes, d'une bonne légende en fait tout à l'heure. En fait, une légende riche, une légende bien travaillée sur Instagram, c'est une légende dans laquelle on a un texte descriptif. Alors, on peut être l'exemple d'Anne-Laure Charlier, la céramiste de Nancy, dans le storytelling, on raconte un peu une histoire, voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce qui m'anime, voilà ce qui m'inspire, ou bien voilà comment on a conçu nos produits, voilà pourquoi on le fait, donc on va raconter une histoire, ou bien plus descriptif, vous trouverez en point de vente, en magasin, ces nouveaux modèles qui sont intéressants parce que. Mais dans tous les cas, on va faire un texte. N'hésitez pas à rajouter des emojis parce que c'est un petit peu les codes d'Instagram maintenant, en fait, ces petits pictos sympathiques, en fait, donc ça crée là aussi de la proximité. Des hashtags, parce que les hashtags vont aider vos publications à être retrouvées. Alors sur Instagram, vous pouvez partager une publication avec près de jusqu'à 30 hashtags, ce qui est énorme. Alors le point clé, c'est qu'on va utiliser des hashtags qui sont toujours très proches de l'univers de la photo, donc il faut que ça parle de ça. Donc je fais des bento, hashtag bento c'est logique, hashtag Japon c'est logique également, puisque c'est lié à à l'univers en fait de la photo. En revanche, hashtag Montréal, pas du tout adapté en fait, hein, d'accord. Et puis on va mentionner d'autres comptes, donc des hats, de manière à ce qu'ils en soient notifiés et qu'ils puissent réagir à la publication. Et puis après, vous allez renchérir sur les commentaires qui seront restés, en fait, qui seront laissés en fait en termes d'animation. Je vous propose qu'on passe un petit peu de temps sur LinkedIn. Hein. Donc, comment on peut utiliser LinkedIn pour prospecter et fidéliser en fait nos clients. Alors, LinkedIn, pourquoi faire? LinkedIn peut servir à absolument tout le monde dans la salle virtuelle en fait que vous allez constituer. Pourquoi? Parce que quand on est entrepreneur, quand on est patron de sa boîte en fait ou indépendant, on a tout intérêt à continuer à enrichir et à entretenir son réseau professionnel pendant toute sa vie professionnelle en fait et même après. Donc quoi qu'il arrive, vous avez intérêt à utiliser LinkedIn et vous avez intérêt à utiliser LinkedIn pour entretenir votre réseau. Vous aurez besoin d'un comptable, vous avez déjà un comptable, vous avez peut-être besoin d'un graphiste. Comment est-ce que vous allez trouver ces personnes-là en fait? Donc, tout le monde peut utiliser LinkedIn. Certains d'entre vous auront besoin d'exprimer, de faire connaître, ou auront besoin de faire connaître une expertise. Donc là, on va voir quelles sont les tactiques en fait pour pouvoir partager cette expertise. Et c'est surtout autour du partage, du travail du profil, et puis également partage régulier en fait de contenu. Donc ça va être l'autre point important en fait. Et dernier point, LinkedIn, on peut tout à fait l'utiliser si on a besoin de trouver des clients. Ça, c'est utile quand nos clients sont des entreprises. Vous vous souvenez du schéma qu'on a vu au départ, en fait. Alors, posons les bases. Pour bien travailler LinkedIn, je travaille mon profil et je suis en relation avec les bonnes personnes. Donc dans le profil, vous pensez que vous parlez au robot de LinkedIn, donc il faut que votre profil soit facilement trouvable. Pour que votre profil soit facilement trouvable, pensez à des mots-clés. Alors si vous êtes expert, bien évidemment, assurez-vous par exemple que les mots-clés prioritaires qui reflètent votre expertise sont bien dans votre profil et surtout dans les zones clés du profil que sont le titre du profil et le titre de l'expérience en cours. L'autre point important, c'est que votre profil est facilement trouvable via Google. Donc, utilisez-le presque comme un mini-site de présentation de qui vous êtes. Vous allez sélectionner les informations que vous allez y mettre.
de manière à ce que ce soit ce reflet-là. Donc bien travailler l'expérience actuelle, bien expliquer ce que vous faites à l'heure actuelle et peut-être moins parler d'expériences antérieures si elles sont moins significatives. Ensuite, en termes de contacts, travaillez bien les contacts. Alors, la priorité, c'est d'être en contact avec les gens qu'on connaît dans la vraie vie, puisque ce sont ceux qui vont nous aider. Donc ça, c'est le premier point. Les contacts dans la vraie vie, ça peut être évidemment nos clients, des prospects, mais aussi des gens qui ne sont pas directement nos clients, mais qui peuvent nous connecter à d'autres personnes, que ce soit pour être plus efficace ou pour trouver des clients. N'oubliez pas les contacts de votre ancienne vie, donc vos anciens collègues, parce qu'ils vont vous aider, en fait, ils vont vous supporter dans au sens enthousiaste du terme, anglophone du terme, ils vont effectivement être avec vous, en fait, pour vous aider à faire progresser, en fait, votre entreprise, etc., etc. Mais travaillez avant tout les gens que vous connaissez dans la vraie vie. Un truc malin, si vous n'avez pas de site internet, c'est d'utiliser votre profil comme là aussi un mini site internet. Travaillez bien votre profil et puis vous pouvez très bien mettre dans l'expérience actuelle, par exemple, une présentation PowerPoint de votre offre actuelle. D'accord. Donc ça c'est un moyen intéressant en fait de ne pas passer, quand vous êtes, si certains d'entre vous êtes en création d'entreprise, de ne pas passer directement sur la création d'un site internet. Vos contacts sont, je vous ai dit tout à l'heure, être trouvables dans LinkedIn. Donc, pour être trouvé dans LinkedIn facilement, on va travailler les mots-clés. On va aussi travailler son réseau. Parce que quand vous voyez apparaître les résultats de recherche, les résultats sont classés par pertinence par rapport à qui vous êtes, par rapport à la recherche de la personne, donc pertinence par rapport au mot-clé qui a été renseigné dans la recherche, et aussi par degré de proximité par rapport au requêteur. D'accord. Donc, les mots-clés sont présents aux endroits clés de mon profil, je vais être mieux classé, mais je suis proche, je suis au niveau 1, donc en contact direct, ou au niveau 2, je connais quelqu'un qui connaît cette personne, ou au niveau 3, ou même membre de groupe auquel cette personne, donc le requêteur appartient, j'ai plus de chances pour apparaître dans les résultats de recherche. D'accord. Pour toutes les personnes qui sont donc c'est le 1 plus le 2 plus le 3 plus les membres des groupes auxquels vous appartenez, c'est ce que LinkedIn appelle le réseau. Quand vous trouvez le profil de quelqu'un qui est en dehors de votre réseau, eh bien très concrètement, vous ne verrez jamais le nom de cette personne dans le résultat de recherche. C'est là que vous voyez apparaître membre LinkedIn. Donc on a très peu d'informations dans ces cas-là. Donc travaillez bien votre réseau dans une logique d'écosystème en fait. C'est ce qui va vous aider à être visible et à pouvoir trouver facilement d'autres personnes. Vous pouvez prospecter dans LinkedIn. Alors, un point RGPD. Il est possible dans LinkedIn de télécharger la liste des contacts des personnes avec lesquelles vous êtes en relation, donc vos contacts de premier niveau, d'extraire ce fichier. Dans ce fichier, vous allez avoir les adresses email de vos contacts. Attention, si vous êtes en B2B, donc si vous souhaitez utiliser cette liste pour leur adresser un mail de professionnel, en fait, un mail d'offre. Vous ne pouvez le faire, dans le cas de la RGPD, vous ne pouvez le faire que s'ils ont mis leur adresse professionnelle. S'ils ont mis leur adresse personnelle, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc ça, c'est vraiment un point important à prendre en compte. Vous pouvez très bien prospecter des clients dans LinkedIn, donc les identifier. Quand vous êtes membre gratuit de LinkedIn, le meilleur moyen ensuite d'entrer en contact avec eux, c'est de leur faire une demande de contact. Et là, ce que je vous recommande de faire, c'est d'ajouter une note, donc de justifier votre demande de contact. Et le mail gagnant dans ce cadre-là, c'est un mail en vous genou. J'ai vu que vous vous intéressiez particulièrement à telle thématique. Le jeu, c'est, j'en fais de même pour les raisons suivantes, d'accord, ou vous pouvez même ne pas passer trop de temps sur le jeu, et je vous propose d'être en contact pour pouvoir continuer ou pour pouvoir nous rencontrer pour, voilà. Mettez beaucoup le focus sur le vous, parce que c'est ce qu'il va montrer à l'autre que vous vous intéressez à lui. Et on aime tous qu'on nous parle à nous, en fait, et on n'aime pas avoir l'impression qu'on a envoyé le même mail qu'on a envoyé à 50 000 autres personnes par ailleurs. Le nous, ne soyez pas trop impliquant, parce que là, on est dans la logique du pied dans la porte. Vous voulez trouver un moyen de rester en contact avec cette personne et de pouvoir échanger par la suite.
Quand vous êtes membre gratuit, vous avez 300 caractères espace compris en fait pour vous exprimer. Donc c'est très court en fait. D'accord. Et Twitter, donc tout ça, on a vu que Twitter était utilisé en fait par les journalistes. Donc sachez que même sans compte Twitter, vous pouvez tout à fait faire une recherche sur Twitter. Donc vous n'avez pas besoin de compte pour utiliser cette logique-là. Donc pour chercher dans Twitter sans compte, tapez simplement twitter.com/search. Vous verrez apparaître cette fenêtre de recherche. Vous tapez le mot-clé qui vous intéresse. Donc là, j'ai rentré employé advocacy, qui est un sujet qui m'intéresse. Et ensuite, je vois apparaître les résultats. Donc, dans la première colonne, le premier onglet, qui est l'onglet populaire, je vais avoir les tweets qui sont les plus populaires, sur lesquels il y a eu le plus d'interactions. Et si je clique sur récemment, je vais avoir encore davantage de tweets. Et l'enjeu clé quand vous faites ça, quand vous êtes vraiment dans une logique de recherche, parce que vous avez une expertise particulière, donc vous pouvez très bien chercher des articles dans Twitter pour être en veille, sélectionner un article intéressant et ensuite le repartager sur LinkedIn. Cherchez les tweets qui contiennent des liens. Donc, vous avez là à l'écran, je vous ai mis 3 manières en fait de voir des liens en fait sur Twitter. En conclusion, avant de parler en fait de passer au chat, donc en conclusion, les points clés à retenir, c'est que je vais avant tout choisir les réseaux sociaux de mes clients. Donc ça, c'est le premier point clé. Deuxième point clé, soyez clairs sur les facteurs clés de succès. Ils sont spécifiques à chaque réseau. Ce qui ne fonctionne vraiment pas, c'est je décide d'être partout et je mets exactement la même chose dans le même format sur chacun de ces réseaux. Ça ne fonctionne pas. Facebook, pensez à l'intérêt des ciblages publicitaires. On a vu, on a une finesse en fait de ciblage qui est vraiment très importante. Instagram est tentant parce que c'est un bon relais de croissance par rapport à Facebook, mais en revanche c'est vraiment pas pour tout le monde, donc soyez clairs sur qui vous êtes et pensez, si je suis sur Instagram, quel est le type, la qualité de publication que je vais pouvoir partager. Donc faites-vous l'œil en fait sur Instagram, vous verrez assez rapidement en fait ce qui est attendu sur ce réseau. Sur tous les réseaux sociaux, apprenez à partager du visuel. Une grosse partie des utilisateurs, donc des socionautes dont on parlait tout à l'heure, utilisent leur téléphone portable pour accéder aux réseaux sociaux et on fait tous 90 mètres par jour sur notre téléphone portable. D'accord ? Donc très concrètement, il faut que je mette un visuel pour arrêter ce scroll permanent que l'on peut faire. LinkedIn, pensez à cette chose maligne qui est d'utiliser son profil comme un mini-site. Donc, on va vraiment être très sélectif sur les informations que l'on va partager sur son profil. Et dernier point, Twitter qu'on peut complètement utiliser en veille. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant aux questions. Donc, je vais me rendre dans la partie chat et je vais voir en fait quelles sont les questions que vous posez. Alors, une première question de Julie, comment puis-je connaître les hashtags à la mode pour me faire connaître? Alors, il y a plusieurs manières d'approcher en fait cette question. D'une part, je vous ai dit dans la partie Instagram, faites-vous l'œil. Donc, regardez sur les thématiques sur lesquelles vous allez publier. Regardez, donc quand vous faites une recherche, rentrez des mots-clés et vous voyez en fait des publications qui apparaissent. Et souvent, les publications qui sont choisies sont des publications qui ont été partagées par des gens qui sont un petit peu reconnus, en fait, donc des Instagrammeurs un peu influents. Regardez ensuite les hashtags qu'ils utilisent. D'accord ? Donc là, vous allez vous faire une présélection. Ensuite, sur Instagram, quand vous rajoutez des hashtags à une publication, en fait, Instagram vous fait des recommandations, vous fait des suggestions et vous met un nombre à côté, en fait, de résultats que vous avez. Et là, c'est une question de dosage, parce que si vous ne mettez que des hashtags extrêmement populaires, si je fais une photo de la Tour Eiffel et que je mets Tour Eiffel ou Eiffel Tower, je vais avoir des millions, en fait, je pense que j'exagère pas, je vais avoir des millions de publications. Donc ça devient un hashtag trop populaire. Donc si je choisis quand même d'aller sur des hashtags très populaires, je vais contrebalancer aussi avec des hashtags beaucoup plus précis, en fait, qui peuvent être une thématique particulière liée à la photo. Dernier point sur Instagram, faites attention, ce qui ne fonctionne plus, c'est de se faire une liste de 30 hashtags un peu génériques et qu'on mette toujours les mêmes sur toutes les publications. Il faut vraiment s'appuyer, il faut vraiment être en raccord avec chacune des publications, en fait, être beaucoup plus spécifique.
Je suis praticienne en massage bien-être. Est-ce que j'ai vraiment un intérêt à être sur Twitter? Non. Donc Twitter n'est plus, vous avez vu, hein, Instagram est passé devant Twitter. Massage bien-être, vous avez probablement une clientèle, alors ou bien vous avez une clientèle de particuliers et attachez-vous d'abord à Facebook, voire Instagram. Si vous arrivez à bien travailler, Instagram peut être complètement légitime si vous travaillez bien en fait cette logique bien-être. D'accord, et que vous trouvez un petit peu une ligne éditoriale. Alors ça peut être des citations inspirationnelles, ça peut être des produits que vous recommandez, hein, pourquoi pas. Ça peut être une musique qui vous intéresse. Donc la photo, enfin, là où vous voyez que vous pouvez avoir une, un scope très important en fait dans les variations, des variations très importantes dans les publications que vous partagez. En revanche, Twitter pour vous va plus être prioritaire. Si vous avez une clientèle entreprise, peut-être que LinkedIn peut être un bon moyen aussi et à ce moment-là, travailler votre réseau qui va vous aider à rentrer dans certaines entreprises. Conseil sur la meilleure stratégie de communication réseaux sociaux pour un thérapeute. Donc là, on est plus sur le bien-être, mais effectivement sur la thérapie. Alors, le premier point, c'est que sur la thérapie, alors je réfléchis en même temps, mais sur la thérapie, il faut que vous inspiriez confiance. Donc il y a une partie, on est sur une expertise. Vous aurez du mal à faire témoigner des gens, hein, tout simplement parce que c'est tellement personnel. Mais en revanche, vous avez besoin d'exprimer votre expertise. Donc, la pensée au type de contenu que vous pouvez partager. Alors, quand je parle de contenu, ça peut être des articles. Ce ne sont pas forcément en fait des articles que vous écrivez vous. Ça peut être des articles que vous trouvez dans la presse. Alors, voyez le type de presse sur laquelle vous voulez vous appuyer aussi. Donc, pensez à chaque fois à votre audience. Donc déjà, bâtissez une stratégie de contenu. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, très concrètement, Facebook en prioritaire. Si vous avez peu de temps pour animer, donc Facebook en prioritaire et puis compléter avec de l'achat média sur Facebook. Donc de l'achat de publicité sur Facebook. Autre question, peut-on vendre directement sur Instagram? Alors, c'est toujours possible de tout faire. En revanche, sur Instagram, c'est herculéen de vendre directement sans faire de la publicité. Donc, vous pouvez très bien créer un compte professionnel, mais ce que vous allez animer. Mais si vous voulez vendre directement, donc ramener du trafic d'Instagram vers un site de e-commerce par exemple, il va falloir passer par de l'achat publicitaire. Si vous êtes en physique, donc si vous avez un point de vente physique, c'est par le partage de publications régulières que vous allez pouvoir ramener des gens en point de vente. Donc je fais une promo ce week-end, une promotion ce week-end, venez tous en magasin, moins 10% pour les clients fidèles ou ceux qui me suivent sur le compte Instagram avec le code ou présenté à la caisse par exemple. Donc, vraiment 2 points. Je suis en e-commerce, ça va être de l'achat publicitaire. Je suis un point de vente, c'est l'animation régulière de mon compte Instagram qui va me permettre de le faire en fait. Une question, ah oui, qu'est-ce qu'un hashtag? Donc merci de poser cette question parce que je suis allée un petit peu directement sur ce concept-là. En fait, un hashtag, donc c'est le mot dièse, c'est le fameux mot dièse suivi d'un mot-clé. Et donc en fait, c'est une fonctionnalité en fait qui a été créée pour Twitter au départ et qui est maintenant utilisée sur tous les réseaux sociaux. Et en fait, quand vous voyez un hashtag sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, vous voyez que ça c'est cliquable en fait. Donc c'est un moyen d'une part de catégoriser la publication. Si je mets hashtag, l'exemple de Neo Bento tout à l'heure, le restaurant de Bento, si je mets hashtag Bento, c'est un moyen de dire ma publication porte sur le sujet du Bento. Mais ce qui se passe également, c'est que vous avez des personnes qui sont en veille, qui cherchent régulièrement du contenu autour d'un hashtag particulier. Et quand ils voient ce hashtag, ils peuvent le cliquer et voir toutes les autres publications qui contiennent le même hashtag. Donc le hashtag fonctionne de cette manière-là. Très utilisé sur Instagram, il faut absolument l'utiliser. Très utilisé sur Twitter. Sachez que sur LinkedIn, il peut être pertinent de commencer à utiliser les hashtags, tout simplement
parce que dans la version en anglais de LinkedIn, les hashtags sont fonctionnels. Donc, les personnes peuvent trouver, les membres de LinkedIn peuvent trouver du contenu autour de hashtags particuliers. Donc, on prévoit en fait qu'à un moment, dans la version en français de LinkedIn, ces hashtags seront actifs à nouveau, en fait, seront actifs également. Donc, prenez l'habitude, si vous êtes utilisateur de LinkedIn et que vous partagez du contenu, prenez l'habitude de rajouter en fait des hashtags à vos publications. Et dans ces cas-là, mettez-le plutôt en fin de publication. Je n'ai pas cité Viadeo. Vous n'avez pas cité Viadeo pour le réseautage professionnel. Peut-on utiliser ce réseau parallèlement à LinkedIn? J'adorerais vous dire oui, mais si vous manquez de temps, il n'est plus utile en fait de passer du temps sur Viadeo, tout simplement parce que Viadeo n'est plus utilisé dans la sphère professionnelle. Donc on peut trouver encore quelques contre-exemples à ça. Donc vous pouvez avoir des gens qui continuent à être actifs sur Viadeo, mais vous aurez beaucoup plus d'activité sur LinkedIn que sur Viadeo, tout simplement. Comment capter les jeunes sur les médias sociaux? Quel réseau et comment? Donc pour les 18-25 ans. Alors je vais vous donner plusieurs idées autour de ça. 18-25 ans, vous allez les trouver sur Instagram. Donc Instagram peut être un bon outil pour vous, à condition toujours que vous arriviez à traduire votre ligne éditoriale, vous trouvez une voie en fait, trouvez un type de photo et des thèmes de photos que vous pouvez partager sur Instagram. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez tout à fait créer un compte professionnel et l'animer sporadiquement et ensuite faire de la publicité. Mais très concrètement, si vous êtes dans des univers qui sont des univers de service et que vous n'arrivez pas à tangibiliser ça par des visuels, parce que même les publicités dans Instagram vont être des publicités visuelles, ça va être compliqué pour vous en fait. Donc Instagram, regardez un petit peu dans votre univers de produits et de services ce qu'il est possible de faire. Si vous n'arrivez pas à animer votre compte de manière régulière, vous devrez faire de la publicité de toute façon. Facebook peut continuer à être pertinent, mais là aussi, regardez si c'est pas par la publicité en fait que vous allez continuer à le faire. Donc ça peut être un deuxième volet également, mais vous pouvez animer une page Facebook. Donc on va penser Instagram, on va penser Facebook. Snapchat est utilisé également, mais Snapchat est beaucoup plus compliqué en fait. À utiliser tout simplement parce qu'on n'a pas d'historique, on ne garde pas un historique de tout ce que l'on a partagé. Donc il faut vraiment faire un gros effort de recrutement sur Snapchat. Mais là aussi, si vous êtes prêt à dédier un peu de budget publicitaire en fait pour Snapchat, eh bien vous pouvez tout à fait acheter de la publicité. Alors ça peut être intéressant si vous avez un point de vente. Parce que vous pouvez très bien servir dans Snapchat ce qu'on appelle les filtres géolocalisés. Donc un filtre que vous créez qui permet à quelqu'un de se géolocaliser en fait dans votre point de vente ou dans un rayon proche de votre point de vente et de dire qu'il a été dans ce point de vente. Donc avec une image qui vient se surimposer à sa photo. Et il va la partager en fait avec son réseau. Donc les filtres géolocalisés, je suis un bar, je suis un restaurant, ça peut être intéressant si je fais quelque chose d'un peu festif, de manière à faire connaître en fait mon restaurant ou mon bar. Autre question, est-ce impératif d'avoir un community manager pour gérer ses médias sociaux pour une petite entreprise? Alors, je vous ai donné des exemples aujourd'hui d'entrepreneurs qui le faisaient directement. Mangaté, elle n'a pas de community manager. Anne-Laure Charlier, la céramiste, n'a pas de community manager. Malfringué, pareil, ils n'ont pas de community manager. En revanche, ce sont des entrepreneurs qui ont décidé de prendre le temps de le faire. Donc, je ne vais pas vous cacher la réalité qui est, ça prend du temps. C'est pour ça que moi, je vous encourage à être très réaliste en fait dans l'approche des réseaux sociaux et de vous dire, ok, j'ai le temps de faire qu'Instagram et en plus ça me plaît. Anne-Laure Charlier, c'est ce qu'elle a fait en fait, la céramiste de Nancy. Elle a dit, moi, j'aime pas Facebook. Ça pourrait être pertinent Facebook, mais j'aime pas trop les interactions sur Facebook. En revanche, j'aime beaucoup Instagram. Donc, je suis inspirée par Instagram. Et donc, du coup, je vais plutôt bien travailler Instagram. Et en revanche, Instagram, elle le travaille bien. Donc, vous voyez, l'écran était petit, mais Anne-Laure Charlier, qui maintenant est connue à l'étranger, elle fait par exemple des publications bilingues. Donc, elle va le faire en français et en anglais.
Même si elle a un anglais approximatif, mais ça crée de la sympathie, elle va vraiment de manière régulière animer son compte. Donc, si community manager, c'est le Graal, il faut quand même le briefer. Hein. Un community manager, c'est pas je lui laisse la reine, les rênes sur le cou, la bride sur le cou. Mais si vous n'avez pas le budget, ben, vous le faites vous-même et vous êtes très sélectif dans les réseaux que vous utilisez. Quel budget pour les liens sponsorisés Facebook et Instagram? Alors vous pouvez commencer avec un budget, je crois le budget minimum maintenant, une campagne c'est 100 € minimum et ça peut être un budget de 20 € sur 5 jours. Donc c'est vous qui définissez en fait le budget. Vous définissez le budget quotidien que vous êtes prêt à dépenser et la période sur laquelle vous voulez le dépenser en fait. Donc c'est vous qui choisissez. Pour un indépendant, faut-il créer une page LinkedIn de son entreprise ou privilégier son profil personnel? Alors, il est impératif de bien travailler son profil personnel pour un indépendant. Impératif. Si vous avez créé une marque et que vous souhaitez que cette marque, que le logo apparaisse sur son profil dans la partie expérience, vous devrez créer une page. Mais dans ces cas-là, ne faites que la création de page et ne perdez pas de temps à l'animer. Donc ça peut être aussi simple que ça. Et puis si à un moment vous grandissez, eh bien vous pourrez continuer à animer. Vous commencerez à animer cette page, mais travaillez bien votre profil personnel et agréger en fait une communauté autour de ce profil. Doit-on utiliser également les hashtags sur LinkedIn? Je vous le recommande, hein, on l'a vu tout à l'heure. Là, quand vous utilisez les hashtags sur LinkedIn, vous préparez l'avenir, parce qu'à un moment, même dans la version française de LinkedIn, vous allez pouvoir, en fait, ils vont être actifs. Donc vraiment, prenez l'habitude de rajouter des hashtags sur votre publication, et en plus, peu de gens le font. Donc là, c'est un élément de différenciation, en fait. Mon entreprise vend des prestations de conseil confidentiels, transmission d'entreprise. Quels outils sont les plus adaptés pour trouver des prospects? Quels sont les freins à lever chez mes prospects pour que des contacts remontent? Alors, dès que vous êtes sur du conseil aux entreprises, vous allez privilégier LinkedIn. Et là, il va falloir simplement être malin en fait dans l'approche de LinkedIn. Alors un premier point simple, mais évitez d'avoir des concurrents directs parmi vos contacts. Parce que ça veut dire que dès que dès que vous rentrez en relation avec quelqu'un sur LinkedIn, qui peut être par exemple ou quelqu'un qui veut céder son entreprise ou un repreneur potentiel, si vous avez des concurrents un peu agressifs, ils vont pouvoir voir dans certains cas que vous êtes entré en contact avec cette personne, ça peut leur donner des indications. Donc faites attention au timing dans vos demandes de contact. Ne soyez pas, soyez restrictif dans votre réseau. Donc ça c'est l'autre point. Et sachez également, donc il faut vraiment bien verrouiller ça, que vous pouvez dans les paramétrages de votre compte, vous pouvez cacher en fait la liste de vos contacts, de vos relations. Donc allez voir dans les paramétrages ce que vous faites. Et puis après, des prestations de conseil confidentiels, vous avez quand même à établir en fait une expertise, une autorité sur votre activité. Donc partagez du contenu régulièrement autour de la transmission d'entreprise par exemple. Ça peut être un bon moyen d'attirer à soi des gens qui sont dans une logique de je veux reprendre ou je veux céder. Alors, un commentaire, c'est intéressant, mais combien de prospects sont convertis en réels acheteurs? Eh bien, ça dépend de votre business, ça dépend de vos clients, ça dépend de ce que vous faites et de l'activité que vous pouvez avoir. Donc, vous avez en fait des entreprises qui vont vraiment générer beaucoup de prospects grâce à ça. D'autres, pas du tout. Donc ça, après, il n'y a pas de réponse en fait là-dessus. Il n'y a même pas de moyenne qui soit publiée. Donc ça dépend. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Est-ce que vous utilisez les bons réseaux sociaux? Comment vous les activez en fait? Dernière question, comment désassocier son profil Facebook avec sa page professionnelle si on ne veut pas que nos clients voient notre profil ou notre vie privée? Alors le mode par défaut, c'est quand vous animez votre page, les personnes qui regardent la page ne savent pas que vous l'animez. Donc ça, c'est le mode par défaut sur Facebook. L'exemple que je vous ai montré, c'est simplement d'une entrepreneuse, donc Mangaté. Elle souhaitait montrer que c'est elle qui animait la page et donc elle a reparamétré sa page. Donc ne soyez pas inquiets. Par défaut, c'est bien, on a bien une dissociation en fait entre votre profil Facebook et votre page professionnelle.
Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Enfin, en tout cas, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Merci beaucoup de votre attention. À tous une très bonne journée. Au revoir.